Récentes nouvelles qui nous touchent. Bien, on continue de suivre la situation en Iran. On se demandait est-ce que les États-Unis allaient s'en mêler. Oui. S'en sont mêlés, mais on pourrait dire d'une façon douce, là, d'une certaine manière, parce que ce sont les sanctions économiques et non pas l'armée qui débarque. Oui, exactement. Ben, pour le moment, tout le moins, là, on parle d'imposer des droits de douane de 25 % à toutes les nations qui vont faire affaire avec, qui vont faire du commerce finalement avec la République islamique. Évidemment, un des partenaires commerciaux principaux de l'Iran, c'est la Chine. Donc, la Chine a réagi à ça. Les menaces de Donald Trump pourraient aussi raviver cette guerre commerciale entre Pékin et Washington qui avait mené à cette surenchère de tarifs l'année passée. Là, c'était monté assez élevé, là, plus de 100 % de tarifs. Donc, c'est comme ça que Donald Trump a réagi hier avec ce qui se passe en Iran. Bon, on dit que la nuit dernière a été quand même assez calme, selon ce que rapporte la presse locale là-bas. Ça fait 2 semaines qu'il y a des manifestations dans le pays. Les forces de sécurité poursuivent leur patrouille quand même pour assurer la sécurité. Parce que les dernières manifestations ont été matées avec des vraies balles, des centaines de personnes tuées. Alors, on parle de 648 manifestants tués lors des manifestations, mais il y a plusieurs informations qui circulent aussi. On dépasse même les 6000 morts parce que là-bas, évidemment, les communications ont été coupées. C'est difficile d'avoir de l'information. Depuis la fin de la semaine passée. Voilà. Donc, c'est assez problématique ce qui se passe là-bas. On continue de suivre ça du mieux qu'on peut, mais les informations, quand même, sont difficiles à obtenir, disons-le comme ça. Budget déposé hier, premier budget pour la nouvelle mairesse, la ville de Montréal. Des hausses de taxes quand même significatives. 3,8 3,8 % en moyenne pour ce qui est des hausses de taxes. C'est au-delà de l'inflation. On avait parlé même, c'était une promesse en fait de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferranda pendant la campagne électorale de limiter la hausse autour du 2 %, là, la hausse de l'inflation. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on s'est basé plutôt sur l'indice des prix à la consommation de 3,4 % en septembre dernier. Donc, c'est du 3,8 d'augmentation de budget pour la ville de Montréal. C'est des hausses qui varient évidemment selon les arrondissements, selon les types de résidences. Mais par exemple, pour une unifamiliale, c'est autour de 204 $ d'augmentation. Donc, c'est quand même assez important comme hausse. Et elle a quand même décrit un portrait des finances de la ville qui est pas rose. Bon, c'est souvent le cas quand une nouvelle administration arrive, va dire que ce qu'on nous laisse est pas beau. Elle dit la carte de crédit de la ville était dépassée. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. La limite de crédit de la ville est pas mal dépassée, c'est ce qu'elle a dit. Ils ont parlé quand même de budget rigoureux et responsable, mais les dépenses qui vont augmenter de près de 400 millions en 2026. Notamment pour l'itinérance. La fête d'itinérance, c'est sa priorité. Mais c'est des sommes colossales. Quand je vois des augmentations comme ça, je suis partagé en 2 sentiments. Le premier, c'est que des fois, il faut que tu agisses. Si tu te dis, mettons, telle chose, c'est ma priorité, tu peux pas augmenter le budget de 1,3 %. Il n'y arrivera rien. Il faut que tu donnes des grands coups de barre, puis c'est ça être élu, puis c'est ça prendre des décisions. Puis là, dans ce cas-ci, je pense qu'on va doubler les budgets des organismes en itinérance. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai toujours peur parce que les administrations publiques, parfois, je l'écrivais en fin de semaine avec les libéraux et les autochtones, là, c'était écœurant l'argent qu'on a mis, on a doublé, on avait doublé, là, on a triplé le budget en affaires autochtones, puis il y en a toujours qui n'ont pas d'eau potable. Enfin, il y a un danger pour les administrations publiques de voir un problème puis de dire, moi, l'arroser d'argent, je vais mais que tu contrôles pas vraiment où va l'argent, puis que les organismes qui sont dans ce domaine-là disent « Ah, ben, tabarouette, regarde-moi l'argent arrivé, puis là, on va s'embaucher plus de personnel, puis plus de staff, plus de monde. » Puis que t'arrives une couple d'années après, puis tu te dis « OK, est-ce qu'on a vraiment les résultats proportionnels à la hauteur des sommes qu'on y a investies? » S'il y a une chose que j'espère, là, c'est que Mme Martinez-Ferrada a mis en place les moyens pour dire, OK, là, on met le gros cash, là, on veut régler l'itinérance, on met l'argent là, que l'argent soit utilisé pour changer vraiment les choses. Mais souvent, c'est ça le problème, là. C'est la gestion après sur le terrain, puis à qui ça va, comment. Parce que c'est tellement facile au gouvernement d'envoyer de l'argent, puis des organismes, puis des consultants, puis t'embauches des employés, puis des nouveaux fonctionnaires. Puis là, ils vont étudier le problème, puis ils vont faire un rapport. Puis là, ils vont dire, ben là, nous autres, pour publier mon rapport, ça me prendrait un responsable des communications. Là, t'embauches un responsable des communications. Lui dit, ça me prend un bureau, ça me prend un cellulaire, ça me prendrait une machine à café. Puis là, à un moment donné, t'oublies, tu perds de vue, dire, OK, mais là, on travaille-tu encore le but de tout ça, là, c'était l'itinérance. On fait-tu encore des gestes qui changent sur le terrain ce qui se passe pour l'itinérance? Puis
c'est pas de la mauvaise foi. Je dis, c'est un immense danger pour les administrations publiques. C'est tellement facile que l'argent te coule entre les doigts, puis qu'il n'y a pas de résultat. Donc, j'espère que la nouvelle mairesse va prendre les moyens et dire, OK, on pogne le gouvernail, là, puis on donne un grand coup. Là. On vire le paquebot sur l'itinérance, on met l'argent, mais que l'argent donne des résultats. Est-ce que ça se peut qu'on puisse faire confiance aussi aux gens en place plutôt que de créer des unités spéciales? C'est ce qu'on semble faire. Là. On donne aux organismes existants, on augmente les budgets. Ça, c'est peut-être, effectivement, tu as raison, un bon point que de créer... de partir de flambant neuf à créer un nouvel organisme gouvernemental. À suivre. Il y a un ancien maire de Montréal, puisqu'on parle de Montréal, un ancien maire de Montréal qui a des problèmes financiers. Écoute, on s'en doutait à voir les nouvelles des derniers mois. Oui, Denis Coderre qui s'est placé sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Il aurait cumulé plus d'1 million de dollars de dettes. Il dit qu'il est toujours endetté de près de 130 000 dollars envers l'Agence du revenu du Canada, près de 95 000 dollars envers l'Agence du revenu du Québec. Il y a plusieurs hommes d'affaires, même sa fiancée, qui seraient tous en attente de remboursement de prêts personnels de 25 000 dollars chacun. Et son ex-conjointe qui le poursuit aussi pour 165 000 dollars. Bref, ça va pas bien. Ah, ça doit pas être évident. Ouf. Non, mais là, il est en démarche. Là. Il s'est mis sous la protection. On va faire une offre là, à ses créanciers selon la loi. Ça peut arriver à tout le monde. Une bien triste histoire. Mais je sais pas, on dirait que ça sentait ça quand tu voyais ses problèmes avec le revenu, etc. Mais dans son cas, c'est de le vivre publiquement, là, qui est terrible. Ben oui, c'est assez rare qu'on parle justement de ça, des gens personnels qui se mettent sous la protection de la loi sur la faillite. Là. Mais là, bon, ça fait la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Mark Carney qui part aujourd'hui direction la Chine. Oui, pour 4 jours, voyage en Chine. Il va quitter Vancouver en début d'après-midi. Ce qu'on veut, évidemment, c'est accroître les liens économiques, atténuer les différents commerciaux avec les deux pays qui durent depuis quand même longtemps. Il va être question sûrement de véhicules électriques. C'est un des sujets qui va être important à aborder parce qu'il y a cette surtaxe de 100 % qui avait été mis en place à l'automne 2024 sur les véhicules électriques. Qui avait été mis en place pourquoi? Parce que nous, on est des alliés des États-Unis, puis on a une relation toujours cordiale avec les États-Unis. Puis M. Biden avait dit, moi, je mets 100 %, le Canada, suis-moi dans ma démarche. Puis on a dit, ben certains, nous, les États-Unis, là... Ça a changé un petit peu. On les aime. Ça a changé un petit peu Ça a changé un petit peu, effectivement, depuis ce jour. Mais on verra, évidemment. On va parler de tout ça. On va atténuer des droits de douane autres également, notamment sur le canola, le porc. Donc, ça va être des discussions pour diminuer un peu ces tarifs-là, voire les éliminer. Mais je pense aussi que M. Carney veut comme régulariser là, la relation avec la Chine parce que là, c'est brouillé depuis l'affaire de Meng Wanzhou, les deux Michael, c'est brouillé complètement. Juste dire, ben, même si dans beaucoup de dossiers de droits de la personne, on s'entend pas, est-ce qu'on peut au moins s'en parler puis s'entendre pour pas s'entendre pour se dire, OK, sur tel sujet, on s'entend pas, sur tel autre sujet, on peut faire des affaires, mais de garder le dialogue ouvert, là, tu sais, et non pas parce que le dialogue semblait passablement coupé. Ça fait quoi, depuis 2017, je pense qu'il n'y a pas eu de premier ministre canadien en Chine? Oui, puis on parle beaucoup de l'épisode, bon, les deux Michael, la Chine qui a emprisonné 2 Canadiens, après que nous, on ait arrêté Meng Wanzhou. Oui. Encore là, c'était pour plaire aux Américains. C'est les Américains qui nous avaient demandé de l'arrêter. Il était à Vancouver, mais on l'a arrêté pour les Américains. Mais le point, c'est que on oublie beaucoup ce moment. C'est-tu dans un sommet du G7 ou du G20? Je pense que c'est du G20, mais je pourrais me tromper, là. Que Justin Trudeau et Xi Jinping s'étaient retrouvés là, dans le corridor. Oui. Hey, ça avait accroché solide, là. C'est Je veux dire, on n'entendait pas le propos, il y a juste des caméras. Mais à un moment donné, tu le vois, là, il était en train de rincer Justin Trudeau solide. Justin Trudeau, quand même, tu sais, qui pliait pas, qui se tenait debout, mais tu te rendais compte, là. Tu dis, OK, c'est 2 pays qui se parlent plus. Mais là, ils se parlent 1 minute 22 secondes dans le corridor, puis ça n'a pas l'air beau du tout. Fait que tu voyais quand même l'ampleur des tensions. Bon, puis ce qu'on nous disait, c'est que la Chine en avait marre de se faire la leçon par le Canada, par Justin Trudeau. Ben, tu sais, les leçons de morale, etc. C'est un G20. Bon. Marianne a fait la vérification, c'est un G20, là, j'étais correct. Fait que voilà, donc ça nous rappelait ça quand même l'ampleur des tensions. Course à la chefferie du Parti libéral, bien là, Charles Milliard semble avoir l'autoroute devant lui. Oui, beaucoup d'appuis. Il n'arrête pas de multiplier les appuis, même, entre autres, Greg Kelly, qui l'a appuyé hier, qui lui est le conjoint
de Marois Risky. Pourrait-elle revenir au caucus? C'est la question qu'on peut se poser. Mais là, il se dit victime quand même d'une campagne de peur sur le fédéralisme. Il a annoncé sa candidature officielle dans les dernières heures. Victime d'un procès d'intention de la part des souverainistes. Il dit que son équipe et lui vont agir avec bienveillance. Et oui, effectivement, là, c'était quoi? Aujourd'hui, on va savoir probablement si Mario Roy devrait se lancer ou pas. En fait, on va savoir s'il y a une course ou pas, parce que pour l'instant, il semble pas y avoir d'autres candidats que ce citoyen de la Beauce, relativement peu connu, Mario Roy. Il s'est présenté à la dernière course à la chefferie du Parti libéral, avait obtenu moins d'1% des votes. Mais... C'était dans une course à 5. Oui. Est-ce que là, dans une course à 2, il pense qu'il pourrait faire plus? Mais... mon feeling, lui a convoqué la presse pour 13h30 à Saint-Jules-de-Beauce, là, dans son village. Normalement, il va annoncer qu'il va se lancer. Mais c'est pas lui qui a une dette de campagne? Non. Oui. Ah oui, c'est lui. lui. Oui, il y a une petite, pas une grosse, mais une petite dette de campagne. Puis ça, il faut qu'elle soit remboursée. On le sait pas. C'est ça, OK. On le sait pas. Il faut qu'elle soit remboursée un jour. Est-ce qu'il faut qu'elle soit remboursée pour se présenter au Parti libéral dans cette course-ci? Ça, c'est là qu'il y a une zone grise. Parce que le Parti libéral avait bloqué Denis Coderre parce qu'il y avait une dette au ministère du Revenu. Bon. Est-ce qu'une dette au directeur général des élections pourrait être considérée comme étant la même chose ou dans la même catégorie? Les deux se défendent parce que tu pourrais dire, ouais, mais là, une dette au directeur général des élections, c'est pas Mario Roy l'individu, c'est la campagne à la chefferie de Mario Roy qui a une dette, c'est pas lui. C'est pas lui personnellement. Mais... dans la vraie vie, là, si le comité des candidatures du Parti libéral décide de le bloquer, que, regarde, on n'en veut pas de course, parce qu'une course, ça coûte de l'argent. Puis c'est quoi l'avantage du parti? Ce serait de ne pas avoir de course parce que là, les élections approchent rapidement? Poser la question, c'est un petit peu y répondre dans le sens suivant, c'est qu'une course, mettons que tu avais deux ténors, deux super candidats de fous, là, des gens connus, aimés du public, puis là, ils se font une course, puis la course est suivie, puis on est tous sur le bout de nos chaises, puis on en parle tous les matins aux nouvelles. Là, tu te dis, c'est bon pour le Parti libéral, ça fait parler d'eux. Ça montre que le parti a des gens, là, de la vivacité dans le parti. Mais si t'as une course avec quelqu'un qui est peu connu, qui a fait 1% la dernière fois, mettons qu'il fait 2% cette fois-ci, ça finit 98% contre 2. Est-ce que cette course-là a valu le temps et l'argent? Pendant ce temps-là, tu ne parles pas des enjeux pour aussi rebâtir un peu la confiance envers le Parti libéral. Qui souffle avant la vraie campagne. Ben voilà, c'est pour ça qu'hier, il peut pas dire, je comprends, Charles Milliard peut pas dire, moi je veux pas que d'autres se présentent, ça a l'air antidémocratique, puis qu'il a trouvé une formule entre les deux en disant, tout le monde a le droit de se présenter, mais le temps presse, là, l'élection approche, le temps presse, donc le sous-entendu, c'est que cette course serait inutile. À suivre. Pas de spectacle pour Mario Pelcha. Il a son dossier de son vignoble. Il a perdu devant le tribunal. Et puis ça a été très difficile parce que quand il a sorti son plus récent album, je me rappelle lui en avoir parlé longuement de ça. Puis il est sorti écorché de cette affaire-là. Puis il sait pas trop ce qu'il va en faire. Cet été, il a tenu tête au système. Il a fait des spectacles. Puis on lui a un peu reproché aussi. Là. Donc le tribunal confirme l'interdiction de spectacle dans le vignoble. C'est le tribunal administratif du Québec. Le vignoble dans les Basses-Laurentides. Donc eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est oui, il y avait... Parce que Mario Pelcha nous a toujours dit, mais j'en ai eu des autorisations, j'étais correcte avec ça. Ils ont dit, oui, il y avait certaines autorisations depuis 2018, mais on limitait l'événement à 100 personnes dans un chai de 150 mètres carrés. Lui a accueilli 250 personnes dans un 312 mètres carrés et une mezzanine. Donc, pour eux autres, ils dépassaient l'espèce de règlement. Il dit, on n'empêche pas là, les dégustations de vin, les réceptions, mais on veut pas que ce soit un bâtiment de salle de spectacle. L'UPA aussi a dit... Nous, on pense que c'est un projet qui est plus récréotourisme que de l'agro-tourisme. Il faut baliser ce genre d'activité. Mario a jusqu'à jeudi pour aller en appel. Il peut aller en appel. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il y a les avocats de Mario Pelcha qui ont parlé au journal. La seule logique de tout ça, là, de l'UPA, c'est si vraiment on pense que dans l'ensemble... Parce que l'idée, c'est la protection du territoire agricole. Oui. Qu'est-ce qu'on craint vraiment là, que dans tous les villages agricoles du Québec, là, dans Montérégie... Tout ferme à cause de Mario Pelcha. Non, mais tout ferme parce que des salles de spectacle vont pulluler. Non, mais c'est vraiment ça. Tu te dis là, écoute, si tu laisses faire celle-là, là, oublie ça, là. Les grandes terres de la Montérégie, puis à Hemingford, puis à Huntingdon, puis dans l'Anaudière, puis les terres autour de Joliette, oublie ça.
ça va être plein de salles de spectacle, t'auras plus de pieds carrés pour cultiver du soya. Mais ces gens-là vivent sur quelle planète? En ce sens où être entrepreneur, là, pas grand monde qui veut se lancer. C'est pour ça que je te dis... Puis c'est pas payant, dans le sens où quand tu te pars ça, là, tu vas pas te mettre riche avec perds de l'argent ça. les premières... Toujours. Tous les vignobles perdent de l'argent les premières années, en tout cas. Ben, puis moi, je trouve ça pathétique parce que c'était une belle façon, justement, de revaloriser deux trucs de culture qui en arrachent parfois, là, tu sais, l'agroalimentaire, mais aussi la culture. Point, je trouvais que c'était deux façons d'être original, une superbe façon pour Mario Pelcha aussi de continuer de faire des spectacles autrement. Bref. Puis je garde à l'esprit son moral, parce que moi, je l'avais reçu en entrevue, ça doit faire, je sais pas trop, un an. Il était vraiment déprimé, écœuré, dégoûté. C'est pas déprimé, dégoûté de tout ça. Tu sais, comme que ça t'enlève le goût, tous ces événements-là t'enlèvent ta passion de faire quelque chose, de développer quelque chose, puis ça, c'est triste. Mais pour la santé mentale aussi, de toujours devoir se battre et aller à l'encontre, c'est vraiment difficile. On espère en tout cas qu'il va bien, mais je trouve ça dommage. À suivre. Bon, Charles-Antoine, au sport, un autre party au Centre Bell hier soir. Oui, ça a été tout un spectacle. 9 buts pour les partisanes qui avaient des billets hier. Victoire de 6-3 contre la pire équipe de la Ligue. On en a parlé, les Canucks de Vancouver. Mais après 2 périodes, c'était 3-3. Ça a été quand même un match paradoxal, puisque offensivement, les défenseurs du Canadien se sont illustrés. 4 des 6 buts provenant des arrières du CH. Dobson en avantage numérique. Alexandre Carrier, 2 fois nommé première étoile, a marqué 2 buts en 20 secondes. 2 buts en 20 secondes. Il n'avait pas encore marqué à Montréal. Hier, en a marqué 2. Mike Matheson a marqué le premier but de la 3e période qui faisait 4-3. Mais de l'autre côté, il y a eu quelques bévues défensives des défenseurs. Arbor Xhekaj a un vilain revirement. Ensuite, trébuche dans Caden Goulet. Les 2 défenseurs au sol s'amènent à un autre but des Canucks. Mais ce duo-là, ça marche pas. Ben, peut-être c'est parce que c'est nouveau. Ouais. D'abord, Goulet, son retour, c'est pas aussi convaincant. Il est comme un petit peu rouillé. Ouais. Puis, parce qu'on trouvait que Xhekaj était bon, on dirait de l'associer avec. On dirait qu'il. Comme si on l'a fait reculer en le réassociant avec un nouveau. Xhekaj avait comme pris la pole suite au retour de Goulet, dans le fond, battant Struble comme 6e défenseur. Mais hier, ça a été plus compliqué. Dès qu'il tente d'en faire un petit peu plus. Puis Dobèche, ça n'a pas été convaincant non plus, là. Par moment, on l'a pas aidé du tout, mais il n'a pas été grandiose. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment. Moi, je pense qu'on va se rendre aux Olympiques à 3 et ensuite Dobèche va être renvoyé à Laval. S'il passe le balotage, bien évidemment. Parce qu'avec le Rocket, c'est Capo Kakkonen, le gardien en ce moment. Là, on est loin là, dans la charte. Mais bon, c'est une victoire. Ce soir, c'est face à Ovechkin et les Capitals à Washington. D'ailleurs, Montembeault, hier, n'était pas à Montréal. Il était déjà à Washington pour éviter de faire le vol en pleine nuit. Donc, ce sera lui ce soir, Samuel Montembeault. Est-ce que c'est hier soir, est-ce qu'on a assisté à la fin d'Aaron Rodgers? Probablement le dernier match d'Aaron Rodgers à 41 ans. Ça a été très, très difficile pour le corps. Non, mais rien ne fonctionnait. Les Texans, meilleure défense de la Ligue, il faut quand même le souligner. Ils ont été sur son dos. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour lancer. 2 touchés défensifs des Texans, à peine 50%. T'sais, on sentait que c'était le dernier match. On sentait qu'il marchait dans les prés, le revoir ultime. Peut-être son dernier match à lui, mais également celui de Mike Tomlin, l'entraîneur-chef des Steelers. Ça fait ils sont quand même rentrés, les Steelers, en série sur un botté raté. Là. Je veux dire, la semaine d'avant, le botteur réussissait son botté des Ravens, puis il était éliminé, les Steelers. Tu vois, Tomlin, c'est peut-être l'entraîneur le plus stable de la Ligue, mais ça fait 7 matchs éliminatoires de suite que les Steelers perdent. Donc, on rentre toujours, mais on est incapable de gagner. Mais on rentre toujours par la porte d'en arrière. Ouais. C'est un peu... Le Canadien avait eu ce problème-là il y a une quinzaine de... Tu sais, t'avais une équipe là, de 8-9e place dans la Ligue. Fait que tu rentres dans les séries par la porte d'en arrière, puis tu te fais éliminer au premier tour tout le temps. Ouais. C'est un petit peu ça, les Steelers. Ça, c'est correct quand tu es au début d'un cycle. Tu veux goûter un peu aux éliminatoires, mais les Steelers, en effet, avaient suffisamment de talent pour entrer en série, mais pas assez pour gagner. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un peu de ménage là-bas, mais on connaît maintenant les duels pour le 2e week-end NFL.